Welcome to EduCast, the postcast of the EduCare Horizon 2020 project. With this postcast series, you will have the opportunity to meet several researchers from our partner universities and to discover exciting research and innovation topics and their links with society. Good afternoon. Bonjour. My name is Petr Kiloušek. I'm professor at the Department of Romance Languages and Literatures at Masaryk University. And my colleague is Silvia Contarini from Paris-Nanterre University. And we organized a research seminar about displacement and conflicts in Romance language countries. Now I will switch into French, and our conversation will be in the language that we share in common. Je vais donc encore reprendre le sujet avec Silvia Contarini, avec nos collègues de Pécs, de Potsdam, de Paris-Nanterre et de Cagliari. Nous avons organisé ce deuxième séminaire de EDUC réunissant les 5 universités pour un thème qui consiste à discuter sur les problèmes du déplacement et du dépaysement dans les pays de langue romane. Alors, la première édition s'est déroulée l'année dernière à Nanterre et ça a été organisé par Silvia. Et la deuxième édition cette année, c'est à Brno. Et ma question que je veux poser à ma collègue Silvia Contarini consiste son opinion sur ce genre de séminaire de recherche et notamment ses impressions sur le déroulement de ce séminaire. Dobry den, buongiorno, buenos dias, bon dia. Bonjour et tout d'abord donc merci de m'avoir proposé cet entretien autour de notre atelier, de notre activité. Petr, tu l'as rappelé, c'est la deuxième édition d'une ce qu'on peut appeler une summer school, une université d'été, qui est particulièrement consacrée aux doctorants, c'est-à-dire à des jeunes chercheurs et qui était donc pensé et conçu pour être un élargissement qu'on offre aux doctorants de leurs horizons de recherche. Et cet élargissement s'est fait pas seulement par rapport à un thème, après je vais revenir sur les thèmes, mais par la confrontation avec des doctorants de 5 universités partenaires en Europe. Donc c'est l'université de Brno où nous sommes aujourd'hui, c'était l'université de Paris-Nanterre en France où nous étions l'année dernière, mais les participants font aussi partie des universités de Potsdam en Allemagne, Pécs en Hongrie et Cagliari en Italie. Et je crois que la chose la plus importante, c'est de permettre à des jeunes chercheurs et à des moins jeunes chercheurs comme nous de se confronter et de confronter leurs pratiques et leur usage, leurs compétences et leurs sujets de recherche. Donc ça, je tenais à le dire tout d'abord parce que c'est l'originalité de cette initiative. Et j'ajoute aussi qu'en fait l'idée de la thématique vient de toi, parce que c'est l'année dernière, il y a un peu plus, il y a 2 ans, quand on s'est rencontrés, tu m'avais proposé d'organiser un colloque ou une activité autour des centres-périphéries, la notion et la dialectique centre-périphérie dans les pays de langue romane. Et c'est un thème qui me tenait à cœur, donc j'ai dit oui tout de suite avec enthousiasme. Et c'est après qu'on s'est dit ensemble que plutôt que faire un colloque traditionnel, on pouvait introduire ces thématiques à l'intérieur de ces réseaux EDUC
qui réunit ces 5 universités et penser surtout aux plus jeunes, aux jeunes chercheurs. Donc, si tu veux, on peut revenir après sur la thématique et sur son évolution cette année, mais je crois que c'est très important pour ceux qui nous écoutent de comprendre notre logique d'ouverture et de confrontation entre plusieurs pays en Europe dans notre domaine, qui est celui des cultures des pays de langue romane. Juste pour être précis, on parle des études en italien, en français, en espagnol et en portugais. Les langues romanes comprendraient aussi le roumain, mais nous n'avons pas d'enseignants et d'étudiants en roumain. Donc, c'est ces 4 langues. Je vais tout simplement ajouter que le séminaire de recherche de cette année porte sur plusieurs thèmes. Il y a 6 ateliers en tout. Il y en a 4 qui portent sur la littérature, 2 qui portent sur la langue, sur la linguistique. Sur la linguistique, ce sont les questions de polylinguisme, plurilinguisme, multilinguisme et des contacts entre les langues. Ensuite, c'est la question des politiques linguistiques, justement dans les pays de langue romane. Et en littérature, j'ajouterais des thèmes comme lieu et identité, langue et culture, ensuite les conflictualités, les médiations entre les cultures. Ce sont les thématiques qui finalement, à mon sens, me paraissent très actuelles en Europe d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tu veux que je réagisse sur voilà. Sur la thématique? Alors, j'ai rappelé qu'on était parti l'année dernière de la notion des centres-périphéries, c'est-à-dire la dialectique entre ce qu'on peut appeler les centres de la culture et ceux qui sont considérés comme des lieux périphériques des productions culturelles et linguistiques. Cette année, on a trouvé une suite logique autour de la notion de déplacement qui comprend les migrations, mais qui comprend aussi les mobilités de tout type. Et en ce sens-là, l'organisation était faite autour d'ateliers thématiques, tu les as rappelés, qui vont de la notion des lieux, d'identité, mais aussi, et c'est un atelier qui aura lieu cet après-midi, par exemple, autour de la notion d'utopie, donc le déplacement dans les temps, d'utopie, et l'atelier que nous avons réunis tous les deux hier et aujourd'hui, c'est sur la notion de conflit et sur les représentations du conflit. Alors, toutes ces thématiques, et tu l'as rappelé, c'est très important aussi, nous les abordons pas seulement par les biais de la littérature, de la production littéraire, mais aussi par les biais de la civilisation, donc de l'histoire, par exemple, de la linguistique, de la culture. Ça peut être aussi les cinémas, ça peut être les théâtres, ça peut être d'autres moyens de production culturelle. Et cela est important parce que dans nos disciplines, nous ne sommes pas que des littéraires. Quand j'enseigne dans mon université, moi je suis spécialiste de littérature et civilisation de l'Italie contemporaine, mais pour aborder la contemporanéité en Italie devant un public d'étudiants étrangers, je ne peux pas me limiter à la littérature. Je dois forcément aborder d'autres domaines de représentation artistique, d'autres champs, me servir de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, du cinéma, mais même des médias et autres. Et donc, toutes ces thématiques dont nous parlons nous permettent de confronter pas seulement des collègues d'autres universités, des doctorants d'autres universités, mais aussi des recherches qui sont dans des domaines très différents, qui peuvent être de la littérature, le cinéma, l'histoire. On a eu hier une très belle présentation de la Légion étrangère, par exemple, de la participation des Hongrois à la Légion étrangère, qui a beaucoup intéressé des doctorants d'espagnol. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de la diversité des approches et des thèmes que nous traitons
dans ces ateliers. Peut-être, il faudrait peut-être rappeler aussi que nous réunissons beaucoup de monde, qu'il y a une quarantaine, une cinquantaine de doctorants et autant d'enseignants. Peut-être. Oui. Les enseignants sont moins nombreux. Oui. Voilà. Nous ne sommes pas tout à fait une vingtaine d'enseignants, Oui. mais il y a quand même 40 doctorants Voilà. qui participent et c'est quand même très positif. J'ajouterais tout simplement que pour ma part, ce qui m'a beaucoup intéressé, il y a aussi une conférence plénière, c'était sur la linguistique. Parce que, curieusement, la langue est toujours un des indices premiers de la conflictualité. Tout simplement parce que ce n'est pas seulement la langue en tant que vocabulaire et grammaire, mais parce que la langue est aussi le symptôme de communication. C'est un facteur de communication. Et il est très clair que, surtout à l'époque que nous vivons, mais aussi dans l'histoire, tous ces problèmes de rencontres, de déplacements, de dépaysement, de migration positive ou négative se manifestent à travers la communication et la langue. Et à ce point de vue, le lien entre les disciplines linguistiques et les disciplines culturelles et littéraires, ses limites ou ses frontières sont moins étanches qu'il ne paraît. Et finalement, un des atouts de ce genre de séminaire est l'étendue, disons, du diapason des sujets qu'on traite entre différentes universités, entre différents spécialistes et entre différents thèmes particuliers qui permettent de faire des liens, disons, parfois assez surprenants, et éveiller des sensibilités à la fois chez les chercheurs, mais surtout dans la nouvelle génération qui se rencontrent justement grâce à ces séminaires. Et ça forme quand même, je dirais, un autre bouillon de culture pour l'avenir. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être il serait bon aussi de penser à l'avenir dans ce genre d'activité. Si tu veux, je peux rebondir sur la question du plurilinguisme, du translinguisme. Tu as fait référence à une conférence plénière que nous avons eue hier autour de la notion de translinguisme. Et aujourd'hui, on a parlé aussi, hier et aujourd'hui, du multilinguisme et du plurilinguisme. Tous ces concepts interagissent, sont importants, pas seulement en linguistique, mais aussi en littérature, et plus généralement je dirais dans tous les sujets qu'on aborde, quand on parle de migration, déplacement ou autre, parce que la langue, c'est la première chose qui est mise en cause dès qu'on sort d'une dimension uninationale, je dirais, ou unilingue. Et dans le monde d'aujourd'hui, on sort toujours d'une dimension monolangue. Je ne sais pas si tu veux aborder la question maintenant, la question de notre manière de communiquer entre nous. Là, peut-être, oui. Là, nous parlons en français. Nous pourrions très bien avoir cet entretien en italien, tous les deux. Nous pourrions l'avoir en anglais, peut-être pas en espagnol. Nous avons choisi le français parce que c'est la langue peut-être que nous maîtrisons le mieux tous les deux. Mais dans nos ateliers, dans notre summer school, nous acceptons et nous pratiquons de manière active ou passive toutes les langues romanes. Et on a vérifié l'année dernière et cette année aussi que l'intercompréhension linguistique en langue romane est tout à fait possible. Et même les plus sceptiques des participants initiaux ont confirmé que cela est tout à fait possible et sont très contents d'ailleurs de cette intercompréhension linguistique qui est aussi une intercompréhension culturelle et pas seulement linguistique. Permettre à chacun de parler dans l'une des langues
parmi donc, l'italien, le français, l'espagnol et le portugais qu'il connaît. Et cette idée-là, elle vient de toi, de l'année dernière, parce que tu l'avais déjà pratiquée ailleurs et c'était un défi. Et donc, c'est moi peut-être qui t'ai posé la question cette fois, qu'est-ce que tu en penses? Justement, parce que j'en avais fait l'expérience, curieusement, avec les universités allemandes, où il y avait non seulement les langues romanes, mais aussi l'allemand. Mais c'était en plus un peu une affaire centre-européenne où l'allemand circulait encore comme une langue de communication et tout le monde était censé comprendre l'un l'autre. Finalement, et c'est surtout dans le milieu où les langues romanes circulent, la compréhension est possible et je confirme ce que tu as dit, c'est que pour nos doctorants, le séminaire de Nanterre a été une grande révélation parce que les étudiants, surtout en doctorat, et les chercheurs ont de plus en plus tendance à se renfermer dans une seule langue de communication, alors que la langue est la porte d'accès à une autre manière de penser et à une autre manière de traiter les problématiques. Et je pense que c'est aussi un autre avantage de ce genre de séminaire, parce que, comment dire, les universités françaises traitent certaines thématiques d'une certaine manière, dans une terminologie française et dans un style français. Les Italiens font quelque chose de semblable, mais quand même dans une voie différente. En Europe centrale, les Hongrois et nous avons d'autres habitudes. Et on s'aperçoit que finalement, il y a à la fois l'habitude culturelle, mais l'autre cause finalement, c'est tout ce qui va avec le lien entre la pensée et le langage. Voilà, c'est un peu cela et c'est extrêmement enrichissant. Et je reviens un peu sur cette question de la diversité des langues. Je pense qu'un des grands avantages de l'Europe au XIXe siècle, c'est d'avoir introduit les langues nationales dans les humanités, notamment. Et si aujourd'hui on peut parler de la pensée française et de la philosophie française, et de la différence entre la tradition française en philosophie et la tradition allemande en philosophie, et la tradition anglo-saxonne, je pense tout simplement que la diversité vient aussi d'une autre manière de penser à cause de la langue. Il y a d'autres notions, d'autres façons de segmenter la réalité, une autre façon de se poser les problèmes, une autre façon de réunir les mots pour les enchaîner dans une pensée. Et c'est ça qui a fait la grande richesse de l'Europe. Alors que, oui, d'autre part, nous avons besoin, de l'uniformité pour nous comprendre un peu tout le monde. Et c'est là, jadis le latin, maintenant l'anglais, font l'affaire. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu prêches à un convaincu et surtout tu as donné un exemple parfait pour ceux qui nous écoutent de la teneur de nos débats. C'est-à-dire que c'est ce genre de questions qui émergent lors de nos débats dans ces summer schools, dans ces ateliers, c'est-à-dire comment on peut décliner nationalisme et transnationalisme, langue, monolinguisme et translinguisme, comment on peut à la fois avoir des procès d'inclusion, mais aussi des médiations, sauvegarder les diversités, mais trouver aussi des moments communs. Comment tout cela peut se faire dans l'entente ou dans les conflits, parce qu'on a beaucoup parlé des conflits aujourd'hui, par exemple. Et donc, tout ça, c'est des exemples des questions
qui se posent quand on fait une thèse. Je sais pas, aujourd'hui, on a eu un exemple d'une thèse sur la migration italienne et portugaise en France, par exemple. On a eu un exemple d'une thèse de doctorat sur un personnage des Grecs, des femmes grecques dans la Venise du XVIIIe siècle. Donc, on a eu plusieurs exemples de sujets de thèse qui semblent éloignés, mais qui au final vont poser une série de questions qui sont celles dont tu parles, de comment se rapporter à la diversité, que faire de la diversité, comment l'intégrer ou comment l'exploiter positivement, ou comment ne pas la subir, ou comment réagir quand on subit les conséquences de la diversité. Donc ça, c'est pour résumer, mais vraiment de manière très superficielle, ce que donnent nos échanges. Et pour revenir au discours de la pluralité des langues, alors les défis d'utiliser que des langues romanes peut être considéré comme une forme de résistance peut-être un peu coquine à la domination de la langue anglaise, y compris dans toutes les sciences humaines, alors que les sciences humaines naissent et se développent avec beaucoup de richesses dans des pays qui ne sont pas forcément des pays anglo-saxons. Et aujourd'hui, on a eu la preuve qu'il y a énormément de concepts qui nous viennent du monde anglo-saxon et avec lesquels on doit se confronter et peut-être les reformuler, les utiliser différemment, trouver une autre manière de les penser dans nos langues et dans nos cultures. Peut-être le mot résistance est trop fort, mais c'est une manière aussi d'affirmer qu'un monde existe au-delà du monde anglo-saxon. Je le verrais plutôt d'une manière positive, c'est-à-dire non pas comme une résistance, mais plutôt comme une incitation au développement de notre propre pensée, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si nous avons fait le tour des questions. Peut-être j'aborderai encore une coopération future en ce qui concerne la recherche. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Rose, noir? Non, on ne va pas poser la question comme ça parce que la réponse va être plutôt en gris. Non, je pense qu'on a des opportunités de développer. On a une opportunité dans les cadres du réseau EDUC, que je rappelle, ce sont des universités européennes, c'est-à-dire ce sont des réseaux financés par l'Union européenne pour que des universités coopèrent dans plusieurs domaines. Donc, dans ces cadres-là, c'est déjà une opportunité pour nos universités. Donc, j'ai rappelé Brno et Nanterre, avec Cagliari et Potsdam, Pécs, de trouver des espaces de coopération dans nos disciplines, qui sont donc les cultures des langues romanes. Moi, je tiens beaucoup à une coopération qui s'adresse aux jeunes chercheurs, d'abord parce que c'est l'avenir. Nos disciplines sont des disciplines qu'on peut considérer comme ne sont pas les disciplines les plus soutenues en général. Devant les sciences dures, nous sommes des disciplines beaucoup moins soutenues. Et le fait d'avoir des jeunes qui font des thèses et des doctorats, qui font des études et qui commencent des carrières de chercheurs dans nos disciplines, c'est extrêmement important. Et donc, concevoir et penser des collaborations entre nos universités et nous qui s'adressent de manière prioritaire aux jeunes chercheurs, pour moi, est un défi que je relève très volontiers. Si j'ai des énergies et des idées et des possibilités de pouvoir m'investir dans cela, je les ferai très volontiers. Moi aussi, d'ailleurs. Je pense aussi que le fait de nous connaître bien et d'avoir une bonne
idée disons, des capacités les uns des autres. Cela nous permettra aussi de concevoir des sujets de recherche, finalement, qui pourront sans doute apporter des choses révélatrices dans les domaines que nous traitons. Hein. Et je pense qu'il y a non seulement les séminaires à organiser dans l'avenir, mais aussi il faut tenter de discuter des projets de recherche qui pourraient mettre ensemble le potentiel qui existe dans nos universités et dans nos facultés. Je peux peut-être ajouter encore qu'on a, de manière pas surprenante, mais c'est très agréable à pouvoir constater et dire qu'on a une très bonne entente scientifique et personnelle entre les enseignants des différentes universités. Certains se connaissaient avant, d'autres se sont connus l'année dernière en Nanterre et on s'entend vraiment très très bien. On a vraiment envie tous de collaborer et de continuer les collaborations. Et les doctorants entre eux aussi, ils s'entendent très très bien. Ils ont vraiment envie de continuer. Donc oui, il faudrait peut-être, il faudrait sans doute avoir l'ambition des projets plus structurés, plus importants. Je répète, moi je suis tout à fait disponible. Il faut y penser. Hein. Je pense que c'est une des tâches que nous devrons quand même assumer à l'avenir. Je pense, je ne sais pas si nous avons fait le tour de toutes les questions ou si tu veux ajouter quelque chose. Si, je voudrais quand même remercier l'Université de Brno qui nous a accueillis d'une manière extraordinaire ces jours-ci. On était très bien accueillis, les locaux sont magnifiques, les étudiants sont très contents d'être logés dans les résidences des étudiants. Nous avons bien mangé, nous avons bien discuté, nous avions de très belles salles, franchement un accueil magnifique et dans une ville qui nous plaît beaucoup. Tout le monde était, ceux qui connaissaient, ceux qui ne connaissaient pas, étaient très contents de venir à Brno. Donc merci vraiment au nom de tout le monde de l'accueil que vous nous avez réservé. Bon, merci pour ces mots qui... pour ce remerciement qui fait plaisir. Je te remercie à mon tour d'avoir bien voulu participer à cet enregistrement et je te souhaite bon retour à Paris et voilà. Merci.